Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai été très surpris des retours positifs sur la précédente vidéo. On parle de lending et de borrowing décentralisé, donc les prêts et les emprunts que l'on peut réaliser directement vis-à-vis de la blockchain pour générer des intérêts, et j'ai eu des retours super positifs. Mais en plus d'avoir des retours super positifs, il y a un truc qui m'a vraiment plu, c'est que beaucoup d'entre vous me remontent avoir appris quelque chose et avoir découvert autre chose, et d'autres personnes qui connaissent bien cet écosystème, eux-mêmes viennent me donner des compléments d'informations me permettant de découvrir encore de nouveaux protocoles. J'ai trouvé ça super enrichissant et donc on va aller plus loin. On a vu dans un premier épisode le lending et le borrowing de finances décentralisées. Maintenant, on va s'intéresser au liquidity providing. Alors, juste avant de voir ce que c'est le liquidity providing, je voulais revenir sur cette première vidéo. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ouais, il y a d'autres protocoles qui donnent encore plus d'intérêt que ceux que tu montres. Ouais, tu prêtes que des monnaies stables, donc il y a des monnaies qu'on peut prêter qui sont pas stables mais qui donnent beaucoup plus de rendement, etc. etc. » Je sais qu'on peut aller sur des petits protocoles très jeunes et qu'on peut prêter des monnaies non volatiles pour avoir des intérêts beaucoup plus gros. Mais il faut comprendre que ces vidéos ne sont pas juste là pour montrer les meilleurs plans du moment. Mon but, c'est pas de faire un contenu éphémère, mais au contraire essayer d'avoir un contenu intemporel. Quelqu'un va peut-être tomber sur cette vidéo dans 6 mois, 1 an, 3 ans. Et je voudrais que les fondements que je lui présente soient toujours valables. Et surtout, beaucoup de débutants prennent mes vidéos comme des standards. C'est-à-dire que si j'arrive sur un site internet qui propose un rendement énorme et qui est éphémère, qui va durer que quelques jours, c'est pas le bon moment pour faire une vidéo. Au contraire, ce que je veux, c'est donner la base et donner des explications saines sur comment est-ce que ça fonctionne, pour que les gens puissent comprendre comment ça marche en général, les prêts, les emprunts et le liquidity providing. Après ça, vous pouvez vous-même creuser. Vous allez découvrir d'autres protocoles qui sont plus ou moins risqués et qui vous permettent d'avoir de meilleurs intérêts, bien entendu. L'objectif, c'est que vous compreniez ce que vous faisiez et que ce soit un espèce de tutoriel d'introduction à la finance décentralisée et pas vous envoyer vers un protocole qui est très jeune, qui peut disparaître dans quelques mois, même si pendant ces quelques mois, il peut vous offrir un meilleur intérêt. Je vous invite donc à échanger entre vous, vous tourner vers d'autres contenus sur Internet et vous adresser à vos collègues et les différentes personnes qui eux aussi utilisent la finance décentralisée afin qu'ils vous donnent les quelques protocoles qu'ils affectionnent particulièrement. Maintenant qu'on a posé cette base, on va s'adresser au liquidity providing. Le liquidity providing étant un petit peu plus complexe, c'est un peu moins accessible et ça donne la plupart du temps, tout du moins, un peu plus d'intérêt. Encore une fois, je vais prendre mon fameux exemple de liquidity providing de stablecoin. Quel genre de rendement on peut espérer avoir sur des stablecoins? Et vous allez voir qu'on est vraiment au-delà de ce que je vous ai présenté dans la première vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 2-3 protocoles, les plus connus, évidemment, sur quelques réseaux, encore une fois les plus connus, parce qu'il n'y a pas que sur Ether qu'on peut faire de la finance décentralisée. Et bien heureusement, vu les frais élevés du réseau, puisqu'Ether n'a pas encore fait sa mise à jour Ether 2.0. On va bien zoomer sur les risques, d'accord? Et on va également aborder l'impermanent loss, qui est un risque à connaître dans le monde du liquidity providing. Et je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que ça génère de la valeur et comment est-ce que les gens qui prêtent leur crypto-monnaie peuvent, mine de rien, recevoir cette valeur et donc tirer profit en obtenant des intérêts sur la liquidité et sur les crypto-monnaies, stables ou non, qu'on a déposé dans le protocole. Et je terminerai cette vidéo avec une petite proposition sur le prochain sujet, parce que le liquidity providing est un deuxième aspect de la finance décentralisée, et il y en a pourtant encore un paquet. Et vous vous rendrez compte que c'est quand on en connaît beaucoup, et qu'on reste opportuniste, c'est-à-dire qu'on guette régulièrement les différents rendements et les différentes propositions de ces plateformes, qu'on peut parfois saisir de très bonnes opportunités, et laisser dormir sa liquidité toujours à l'endroit où elle rapporte le plus. Alors, le liquidity providing, qu'est-ce que c'est et surtout, comment ça marche? Alors, on va citer 2-3 des plus gros. On a PancakeSwap, qui est l'un des plus gros aujourd'hui. PancakeSwap, c'est le Decentralized Exchange de Binance. C'est très clairement le DEX de Binance, finalement, puisque c'est sur la Binance Smart Chain. C'est la plus grosse application sur la Binance Smart Chain. On a sur le réseau Ether l'un des plus connus, SushiSwap, mais il y en a plein d'autres. Sachez-le, il y en a vraiment plein d'autres. C'est l'un des plus connus. Et on pourrait également avoir sur Solana, le réseau Solana, donc une autre blockchain encore, Raydium, qui lui aussi propose son farming et donc son liquidity providing. On va s'intéresser qu'à PancakeSwap pour une seule et simple raison. On va vraiment bidouiller pas mal de transactions et je veux rester sur l'un des plus connus. Comme vous le savez, sur la Binance Smart Chain, les frais de transaction sont très faibles. C'est donc abordable et à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir un compte MetaMask, d'accord, de se créer une adresse, de déposer
du BNB sur cette adresse pour pouvoir payer ses frais de transaction et ensuite de déposer des stablecoins ou des crypto-monnaies que l'on veut utiliser dans la finance décentralisée. C'est l'un des plus représentatifs aussi, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont inspirés de PancakeSwap, de SushiSwap, et donc c'est un format que vous allez retrouver ailleurs. Même si vous utilisez un autre protocole sur une autre blockchain, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui va prendre sens et vous permettra peut-être d'avoir réponse à certaines de vos questions. Alors déjà, comment ça marche? Déjà, il faut avoir la différence entre un CEX et un DEX, les échanges centralisés et les Decentralized Exchange. Le liquidity providing se fait sur les decentralized exchange, les échanges qui ne sont pas centralisés par une entreprise. Dans une entreprise comme Binance, par exemple, où vous allez avoir un échange très simple, vous avez un carnet d'ordre, les vendeurs et les acheteurs, et ces gens sont mis en relation. Là, en l'occurrence, ça marche pas pareil. Si je vais échanger de la crypto-monnaie, voilà, je vais mettre par exemple 0,15 BNB, je veux choisir une crypto-monnaie, je sais pas moi, du DAI, un stablecoin, hop, ça va me dire voilà Owen, pour tes 0,15 BNB, on peut te donner 45 $. Et je vais cliquer sur échange. Ce sont les 45 $ d'un utilisateur, oui, mais pas d'un utilisateur qui était prêt à l'échanger contre du BNB. C'est un utilisateur qui a dit ok, moi j'ai des BNB, moi j'ai des DAI, je veux bien les bloquer dans un protocole décentralisé pour permettre aux gens de faire des échanges dans les deux sens. Par contre, la commission, au lieu qu'elle aille dans la poche de l'échange centralisé, comme Binance ou comme Kraken par exemple, eh bien la commission va revenir en partie à PancakeSwap, donc au protocole décentralisé, mais en partie au liquidity provider, c'est-à-dire les gens comme vous et moi qui vont prêter de la liquidité à la blockchain pour permettre à d'autres personnes comme vous et moi, encore une fois, d'utiliser des échangeurs décentralisés. C'est de là que se crée la valeur. C'est quand il y a des échanges qui vont être effectués, il va y avoir des frais de transaction. Et ces frais de transaction, d'accord, Liquidity Provider Fee, eh bien, ils vont être reversés aux personnes qui ont mis à disposition de la liquidité. Et maintenant que vous avez compris ça, qu'est-ce que le farming? Eh bien, le farming, c'est quand on va apporter justement de la liquidité à un échangeur décentralisé, mais qu'en plus de ça, on va bloquer cette liquidité, donc la preuve qu'on a eu cette liquidité, pour avoir un bonus. Le meilleur moyen de le comprendre, c'est de le faire en direct. Alors c'est parti. Je déverrouille ma ledger, encore une fois, j'utilise MetaMask pour le moment parce que ça va très bientôt changer. Ouais, c'est du teasing. Très clairement, c'est du teasing. C'était calculé, évidemment, mais j'ai trouvé mieux. Et c'est un Français qui est à la tête et je compte bien en être. Hop, j'ai déverrouillé ma clé, j'ai un peu de BNB sur mon adresse, donc je vais pouvoir payer mes frais de transaction. Et on va volontairement aller choisir du farming de stablecoin. Je vais aller regarder deux stablecoins pour plein de raisons. Je vais vous l'expliquer après. C'est principalement pour écarter le risque des impermanent loss, que je vais vous expliquer après, mais je ne veux pas le faire tout de suite, sinon ça va être trop barbare. Je cherche des paires avec, voilà, là si je prête USD, BUSD, donc USDT, pardon, un stablecoin, deux stablecoins ensemble, j'ai 8%. Je pense qu'on peut trouver un petit peu mieux. Là, on voit que si on prête du BNB et de l'USDT, on a 52% d'intérêt par an. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y a un risque. L'impermanent loss va vous l'expliquer. Moi, je veux vraiment rester sur deux stablecoins avec un très faible risque de volatilité. Il me semble qu'on n'a pas mieux que l'UST ici. Voilà. UST, BUSD, deux stablecoins, et là on est à 13% d'intérêt par an. C'est assez intéressant et on va le prendre pour exemple. Il y a peut-être mieux sur de l'UST ou sur du BUSD, mais globalement après vous finissez par regarder et à connaître un petit peu toutes les paires présentes sur la plateforme. Alors attention aux gens qui disent ouais c'est incroyable, on peut avoir des rendements fous sur la finance décentralisée, c'est sûr c'est un scam. Oui et non, c'est pas tout le temps des scams, par contre il y a des risques. Je vous donne un exemple très simple. TRX BNB. En prêtant du TRX et du BNB, vous pouvez avoir 52% d'intérêt. C'est vrai. Mais c'est super risqué parce que les deux peuvent bouger. Donc certes, vous avez des intérêts. Si vous avez du BNB et du TRX, ça peut être intéressant pour vous. Au lieu de les laisser dormir sur un compte et qui servent à rien, autant les mettre dans un protocole qui va vous rémunérer. Mais gardez en tête que il y a des risques qui sont liés à la finance décentralisée et surtout, vous avez quand même le risque de la volatilité. C'est bien beau d'avoir 52% d'intérêt par an, mais si à la fin de l'année, le TRX et le BNB ont été divisés par 10, même vos 52% d'intérêt, vous avez perdu de l'argent. Gardez ça en tête. Faut bien l'avoir en tête, c'est très important. En l'occurrence, j'ai de l'USDT. Vous l'avez vu, la paire que je vais utiliser, c'est deux stablecoins. Un stablecoin qui s'appelle UST. J'en ai pas du coup pour l'instant, et un stablecoin qui s'appelle BUSD. Je vais donc échanger mes stablecoins actuels de l'USDT contre ces deux monnaies de partie égale. Quand vous faites du liquidity providing, la plupart du temps c'est du 50-50. Si vous voulez prêter du BNB et de l'Ether, si vous voulez prêter 750 € de BNB, vous devrez prêter 750 € d'Ether. La plupart du temps, des fois c'est d'autres répartitions, mais ça c'est encore un peu plus atypique. Je prends mes USDT, je veux du coup de l'UST,
et je vais faire moitié-moitié, donc on va dire allez 2510, peut-être 2515 histoire de tomber sur 2500 piles, parfait. Je fais mon échange, donc vous voyez il y a des frais qui sont donnés justement à ces liquidity providers. Voilà, 6 centimes de frais de transaction pour autoriser la paire, donc c'est pour dire à la blockchain je veux bien, c'est bien moi qui accepte de faire du change USDT vers UST. C'est un smart contract, donc on doit signer avec sa clé pour dire j'autorise, et c'est la première fois uniquement. Voilà, maintenant je vais pouvoir échanger définitivement de l'USDT contre de l'UST. Je réalise mon échange, je confirme mon swap, hop, validé. Alors oui, on a perdu quelques dollars dans l'opération, mais si vous utilisez de la finance décentralisée sur Ether, vous savez très bien que payer un truc genre 14 dollars de frais pour échanger 2500, c'est vraiment très raisonnable parce qu'on n'a pas beaucoup de frais de transaction. Si on était sur Ether, rien que là, on aurait payé 10 euros de frais en plus des frais qu'on donne au liquidity provider, qui nous prend d'ailleurs la quasi-totalité, vous avez bien vu, 12,55 dollars pour lui, alors qu'il n'y a que 1,55 dollars pour le protocole. On a nos UST, maintenant on va échanger tous nos USDT contre du BUSD de tête, dans ce que je vous ai montré il y a 2 minutes. Ah, je prends le risque. Oh, je prends le risque. Là, il n'y a que 7 dollars en plus de différence entre les deux. Liquidity provider fee, il y en a moins, ça dépend des paires. On a payé 15 sur l'un, on paye 6 sur l'autre. Hop, je refais ma transaction, je valide et je vais donc avoir de quoi faire du liquidity providing et fournir la paire UST-BUSD. J'ai bien échangé, j'ai bien les deux. Je vais maintenant dans liquidité, alors soit en haut, soit dans liquidity sur le côté gauche. Et maintenant, je vais rajouter de la liquidité. Je rajoute donc le BUSD et l'UST, 2500, voilà, vous avez vu, d'ailleurs, il vous le dit lui-même, comme c'est du 50-50, lui-même, quand vous mettez un montant, il va égaliser pour mettre le max de l'autre côté. Voilà, maintenant je vais approuver du coup la paire de liquidity providing, donc il faut que je dise encore une fois que je donne mon autorisation avec ma clé privée pour participer à ce genre d'action sur la finance décentralisée. Je valide donc le smart contract, et maintenant que c'est fait, je peux déposer et faire du liquidity providing. Là, je dépose mes stablecoins, c'est parti. Et ça va me donner en échange environ 2500 jetons qu'on appelle des jetons LP, des Liquidity Providing Tokens. En gros, c'est la preuve que j'ai prêté de la liquidité au protocole PancakeSwap. Des fois, c'est un peu différent, des fois, ils n'ont pas le même nom, mais là, en l'occurrence, on va aller voir dans la blockchain d'ailleurs. BSC Scan, ça ressemble à Etherscan, mais c'est pour la blockchain Binance Smart Chain. Je vais prendre mon adresse. Vous allez voir des bidouilles que j'ai fait sur mon compte avant, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a depuis quelques minutes, évidemment. Il y a tous les moments où je me suis envoyé des tokens pour faire cette vidéo. Et vous allez voir, voilà, j'ai plus mes BUSD, j'ai plus mes USDT, il me reste quelques poussières, là vous voyez à peu près 13 dollars. Par contre, j'ai 2440 LP tokens. Ce qui représente la preuve que j'ai prêté 2440 unités de valeur sur le Liquidity Providing Pair. Et là d'ailleurs, ça doit être le nom, on va aller regarder. Je sais pas si je peux voir le nom exact du jeton ou si c'est une ligne différentielle, mais en gros voilà, c'est une preuve que j'ai prêté. Donc ça doit être une unité de mesure qui montre que j'ai prêté du coup des BUSD et des UST. Voilà, là vous voyez, j'ai des LP tokens sur mon wallet. Donc ça me dit, j'en ai, ça fait 2439 UST, BUSD, LP. Donc la preuve que j'ai prêté sur cette paire-là. Et ça vaut 2500 UST et 2500 BUSD, on est bon, il n'y a pas d'argent qui a été perdu. Et ça me dit d'ailleurs que j'ai 0,01% de tout l'argent prêté sur cette pool. À savoir que je peux faire l'inverse, c'est-à-dire que je peux dire que je veux récupérer mes fonds. Je fais remove, alors 25, 50, 75, et je fais demi-tour. Je vais récupérer du coup mes tokens. Alors j'aurais peut-être perdu une poussière, mais globalement je vais récupérer 2500 et 2500. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui se sont dit pourquoi j'ai pas eu du coup 2500 LP tokens, pourquoi j'en ai eu 2440. C'est parce que ça doit représenter, un token doit représenter un peu plus de 2 dollars. C'est des fois pas proportionnel. Ça peut vous arriver de prêter 1000 euros de BNB, 1000 euros d'Ether, autant vous allez avoir 49 BNB ETH LP token. Parce que un token veut dire 7 dollars par exemple, c'est un truc du genre. Ce sont des ratios. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir le détail exact quand vous utilisez des outils comme par exemple Yield Watch qui vous permet de regarder sur la BSC les différents placements que vous avez. Et si vous prêtez un liquidity providing sur SushiSwap, vous allez pouvoir voir sur des outils comme Zapper. Je vous avais montré des outils pour suivre vos différents placements dans la finance décentralisée. Ça paraît facile quand on en a un ou deux, mais quand on a 4-5 paires sur PancakeSwap, qu'on en a sur Solana, qu'on en a mis sur AAV en lending, qu'on en a mis sur Compound, qu'on en a mis ailleurs, on se retrouve sur 4 blockchains, sur 5 protocoles, on sait plus où on en est. Donc il faut utiliser des sites qui sont des agrégateurs qui vous permettent de tout suivre, comme Zapper que je vous avais présenté par exemple. Voilà, maintenant que j'ai mon Liquidity Provider Token, et bien maintenant il s'agirait d'aller farmer, c'est-à-dire d'aller bloquer ces tokens pour gagner des intérêts en plus. Et là, on en arrive à ce qu'il faut comprendre sur la plupart de ces plateformes. Je vais donc retrouver la paire UST-BUSD.
J'ai de quoi faire du liquidity providing, évidemment. Je vais d'abord enable, c'est-à-dire autoriser, encore une fois, comme c'est la première fois que je le fais avec cette clé, dire à la blockchain oui, oui, je veux bien, et c'est moi qui ai la gouvernance de cette clé parce que c'est moi qui ai la clé privée. Et ensuite, on va pouvoir du coup déposer ces liquidity provider tokens et commencer à générer 13,14% d'intérêt par an. Et maintenant, on va comprendre pourquoi on a autant. Alors, on a autant pour deux raisons. Premièrement, c'est évalué en fonction des volumes globaux qu'il y a sur cette paire-là. C'est le rendement qu'on doit avoir aujourd'hui. Il peut monter, il peut baisser en fonction de plein de choses. En fonction du nombre de personnes qui prêtent. Des personnes comme vous qui vont déposer, mais qui peuvent également demain dire « moi, je dépose plus ». Du coup, plus de besoin de liquidité et donc c'est mieux payé pour ceux qui sont présents. Un peu comme le prêt et l'emprunt, hein, donc vidéo 1, hein. Mais aussi parce qu'il y a un petit risque de volatilité. En effet, ces 13,14%, je ne vais pas les recevoir en LP token stable. Je vais les recevoir en Pancake token, d'où la plateforme PancakeSwap. Pas besoin de vous expliquer que sur la plateforme SushiSwap, je reçois du Sushi Token. Et donc, il va falloir que j'aille vendre régulièrement les intérêts que je vais recevoir pour ce prêt, en fait, hein, pour ce liquidity providing. Et une fois que j'aurai suffisamment de tokens, je pourrai les changer en UST et en BUSD, les remettre en liquidity providing et les restaker directement sur la plateforme. En l'occurrence, c'était un jeu ludique. C'est-à-dire que les plateformes décentralisées avaient beaucoup de mal. Uniswap, hein, que vous connaissez probablement, hein, qui est le plus gros échangeur décentralisé au monde, vous permet lui-même d'apporter de la liquidité. Faut le savoir, hein, quand vous connectez votre portefeuille, vous pouvez vous-même apporter de la liquidité. Et donc recevoir des commissions si des gens échangent sur cette paire. En l'occurrence, ils se sont dit, bon, c'est pas assez simple, c'est pas assez intuitif, on va donc aller un petit peu plus loin. Ils ont donc créé ce que l'on appelle le farming. Le farming qui est ce symbole d'aller bloquer des liquidity providing tokens pour obtenir des meilleurs rendements, mais obtenir des cakes finalement. Et ça a fait que les gens se sont donné la peine de comprendre comment ça marche. Ils ont été faire du liquidity providing token et ils ont été bloquer leur LP token. Ce qui fait que les gens se sont éduqués eux-mêmes à prêter de la liquidité à des protocoles décentralisés. Là, en l'occurrence, on va sur Stake CLP, on voit les liquidity provider tokens, je mets le maximum, je clique sur confirmer. Et là, je vais, en plus d'avoir fait du liquidity providing, farmer ces LP tokens sur la plateforme PancakeSwap et en minimisant mes risques. Alors quels sont mes risques là justement? Il y a un micro risque de variation entre l'UST et le BUSD. C'est deux stablecoins solides, mais il y en a un des deux qui peut se casser la gueule ou qui peut bouger un petit peu. Mais ça c'est assez léger. L'autre risque qu'on va avoir, c'est que la plateforme PancakeSwap ait un bug et qu'il y ait quelqu'un qui trouve un moyen de voler de l'argent qu'il y a dans les smart contracts. En l'occurrence, vous le savez, quand je fais des exemples, je vous envoie sur PancakeSwap. Il y a énormément, on va aller voir ça sur CoinMarketCap d'ailleurs. Déjà là on voit capitalisation du marché 2,5 milliards d'euros et c'est même pas, je sais même pas si c'est, non, c'est le prix des jetons de tous les cakes à leur valorisation actuelle. C'est même pas l'argent bloqué sur leur plateforme, c'est pas leur TVL. Quand on entend la TVL d'une plateforme, c'est le montant total qu'il y a sous gestion, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont bloqué. Voilà, TVL total, 6,7 milliards sur cette plateforme. C'est une plateforme très sérieuse et très solide de finances décentralisées. Voilà, ça veut pas dire qu'elle est infaillible, mais ça veut dire que si elle avait des failles, il y a des gens qui les cherchent depuis un bon moment et la plupart des failles ont dû être patchées et corrigées par PancakeSwap eux-mêmes. Maintenant qu'on l'a fait, on va bien vérifier, on va aller directement hop sur Farming, on va retrouver cette fameuse pool, Staked Only, et là on trouve la paire sur laquelle on est. Et là, on a prêté de la liquidité et donc petit à petit, ça se voit pas à vue d'œil, mais ça devrait arriver d'ici quelques minutes, on va commencer à générer des cakes. Et ces cakes-là, on pourra les récupérer, il suffit de cliquer sur Harvest, et puis quand on clique, on reçoit ces cakes dans le portefeuille, et ensuite, on va tout simplement dans Échange, on tape Pancake, et on va échanger ces cakes, pourquoi pas, contre de l'UST et du BUSD, et on recommence à échanger nos intérêts qu'on va recevoir tous les jours sans rien faire, contre du coup un stablecoin donné, ou pourquoi pas la monnaie de votre choix. Ce sera à vous de choisir. En attendant une toute petite minute, je veux expliquer quelque chose qu'on peut voir ici. LP migration, c'est quand il y a des mises à jour. Des fois, il y a un protocole V2 qui passe au protocole V3. Vos LP tokens, ce sont des LP V2. Vous allez dans Liquidity Migration, vous cliquez sur le bouton et ça vous les fait passer dans la nouvelle version de la nouvelle pool. Je voulais également vous expliquer les pools qu'on voit ici. Pour tout le reste, ça m'intéresse pas. Les battles, les NFT qu'il y a sur la plateforme, la loterie, ça m'intéresse pas trop. Moi, je veux rester sur le côté vraiment la valeur DeFi. D'ailleurs, là, vous voyez, je peux auto-claim. Ce sont les intérêts que j'ai générés avec le placement et le Liquidity Providing Farming que je viens de faire. Là, en l'occurrence,
j'arrive sur les pools. Alors les pools c'est différent, généralement vous avez juste une seule monnaie à poser. Et là c'est plus du bonus, là ça va plus être un nouveau projet qui contacte PancakeSwap en leur disant voilà, moi ce que j'aimerais c'est vous donner, je sais pas moi, 1 million d'euros de mon token, mais en échange vous me mettez en avant sur votre plateforme. Les gens viennent bloquer le token sur votre plateforme, ce qui fait que les gens arrêtent de vendre mon jeton et le prix ne s'effondre pas. Et en échange, vous donnez ce million d'euros que je vous ai donné, vous leur donnez, avec ce million d'euros, vous achetez des cakes, donc c'est intéressant pour vous aussi parce que vous allez acheter des cakes et non pas les vendre, donc soutenir le prix à la hausse, et vous allez les donner à ces gens qui vont farmer sans liquidity providing, farming simple, en paire unique, un token. Donc là, je vais pouvoir du coup poser un token quelconque et obtenir des intérêts. Donc là, si je vais poser du cake, par exemple, je vais te payer 65% par an, je vais recevoir du token Harmony. De la même façon, il y a un truc super intéressant qui s'appelle l'autocake. Vous êtes d'accord avec moi que stacker 54 centimes de cake, c'est pas très intéressant. Par contre, vous l'avez vu, ce montant ne fait qu'augmenter. J'étais à 8 centimes tout à l'heure, je suis à 50, là je suis à 70 parce que j'ai des intérêts du liquidity providing que je viens de faire. Et donc là, et je viens de le découvrir en même temps que la vidéo, il propose un truc automatique que je vais autoriser. Dès que j'ai un certain montant de cake, ça va automatiquement le restaker sur la pool pour obtenir des intérêts. Donc, je vais avoir des intérêts sur mes intérêts eux-mêmes. D'accord, ok, c'est pas monté aussi vite que ce que je pensais. Mais du coup, ça me permet de claim, ça va automatiquement, quand j'ai des pancakes en attente, les mettre ici, à 86%, à 96% d'intérêt. Et vous vous doutez bien que s'il y a 100% d'intérêt sur le cake, c'est simplement parce qu'il y a évidemment un gros risque de volatilité. D'ailleurs, si on va sur CoinMarketCap et qu'on regarde l'évolution du cake, eh bien, vous vous rendrez compte, les amis, que c'est pas un truc super stable. On est parti de 60 centimes, on est monté à 19 $, on s'est réeffondré à 9 $, on est monté à 42 $ pièce. Si vous étiez là et que vous avez fait un x 80, félicitations. On est redescendu très bas à 10 $, on est remonté jusqu'à 20 et là aujourd'hui, on est à 13. Donc ça bouge énormément. C'est donc normal que les gens qui immobilisent ces tokens se voient obtenir des intérêts et qui soient bien rémunérés et bien encouragés à avoir ça. Maintenant que j'ai Enable, est-ce que je peux stake? Il va me dire que je n'ai pas de cake, évidemment, parce que je n'ai pas encore été récupéré mes intérêts. Voilà, maintenant c'était pour vous montrer les différentes options qu'il y a là. On va élargir un petit peu et on va parler des impermanent loss. Avant ça, on va juste aller sur la paire, vous montrer comment ça marche. UST-BUSD, voilà, alors je viens de claim. Et j'ai récupéré une miette, ça vaut même pas un centime, donc c'est pas affiché, mais ça fait 0,00038,88,4 cake. Pour la simple raison que du coup ça fonctionnait, j'avais bien des intérêts, mais j'ai eu à 13% d'intérêt à l'année, ça fait à peu près 1% par mois. Là en l'occurrence en 3 minutes, j'ai eu vraiment une poussière quoi. Juste pour le petit exemple, je vais aller échanger du BNB contre du cake pour vous montrer comment fonctionne le farming. BNB, hop, contre du cake. Je réalise mon échange, confirmer, hop, et comme ça je vais vous montrer juste comment marchent les pools également, pour que vous puissiez mine de rien utiliser ça si ça vous intéresse. Vous allez dans pool, et là, alors comme je l'ai activé, autant mes cakes sont déjà passés dans le auto cake restacking, et sinon je vais le faire à la main. Je pense que là où ils font bouger des chiffres pour que les gens s'intéressent, ça doit être une nouvelle fonctionnalité de la plateforme. Voilà, et là globalement ça me dit que j'ai rien staké du tout, et c'est normal, et là je vais staker du coup tous mes cakes, mes 3,55 cakes, c'est ridicule. Rien que le mot utilisé est ridicule quand on se dit que c'est de la finance. Mais bon, après, c'est un bon moyen à utiliser des mots simples, les cakes, les yumi, les pizzas, les sushis, les pizzas, les sushis. Ça a donné aux gens un côté ludique qui leur a vraiment donné envie d'aller plus loin dans le côté financier, en fait, du truc. Et ça, c'est important. Et donc voilà, là, vous l'avez compris, j'ai du liquidity providing token. Donc, je vais obtenir des frais de change sur tous les liquidity providing. En plus de ça, je vais avoir naturellement le bonus de farming. C'est-à-dire que comme je bloque ces jetons et que je m'engage à tenir la position, je reçois du coup des cakes, puisque j'ai bloqué ce LP token sur la plateforme PancakeSwap. J'aurais pu aller le bloquer sur une autre plateforme qui fait du LP UST BUSD. Et ces cakes, je vais automatiquement les restaker eux-mêmes, donc mes intérêts, tant que je les ai pas récupérés, ils vont travailler à 96% par an. Comme c'est un token volatile, je vous invite à regarder cette vidéo-là au tout début, pendant l'euphorie du farming où il y avait des intérêts énormes partout. Je déconseillais, alors évidemment, je déconseillais de garder du cake parce que c'est la monnaie que tout le monde vend. Encore une fois, il faut être capable de reconnaître ses torts. D'un point de vue purement rétroactif, le cake, à l'époque, il devait être peut-être à quelques euros, il est monté jusqu'à 40 $. Donc ça, encore une fois, en fonction de l'offre et de la demande, le cake peut prendre de la valeur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous vous êtes positionné sur une stablecoin paire, vous venez prêter des stablecoins, c'est pas pour prendre des risques. D'accord? Donc, si vous voulez prendre des risques sur vos intérêts, vous pouvez conserver du cake ou encore changer du cake en une autre monnaie volatile
que vous espérez voir prendre de la valeur. Mais si vous venez pour obtenir des intérêts et ne pas prendre de risques, évidemment, venez revendre régulièrement vos cakes contre de l'UST, de l'USDT ou des monnaies stables. Ou alors, si vous voulez prendre des risques, venez les restaker et à ce moment-là, laissez-les dormir à 96%, c'est presque 0,3% d'intérêt par jour sur vos intérêts. Donc autant vous dire que si vous les gardez un mois et que dans un mois, vous avez naturellement le cake qui a fait x2, non seulement vous avez eu 13%, donc 1% d'intérêt en un mois à peu près, et cet intérêt-là, vous l'avez laissé dormir, donc vous avez obtenu peut-être 15% sur ce pourcent, et ce 1,15% a fait x2 parce que le cake a pris de la valeur et vous avez fait jackpot 2,4% d'intérêt sur le montant total de liquidity providing à l'origine. C'est toujours pareil. Encore une fois, n'oubliez pas que remiser en espérant qu'on va gagner à chaque fois, tout comme dans un casino, à un moment ça passe pas et on perd tout. C'est pour ça qu'il faut être raisonnable, retirer une partie de ses gains, etc., etc. Juste avant de vous parler des impermanent loss, je vous proposerai également, pourquoi pas, une vidéo, un élément de plus dans cette fameuse chaîne de vidéos sur la DeFi, tous les outils. J'ai déjà fait une où je présente 2-3 outils, mais il y a des outils qui permettent également de faire de la compilation. Que ce soit dans la première vidéo ou maintenant, des fois vous avez un LP token et le plus rentable c'est de le mettre sur telle plateforme. Mais cette plateforme-là, elle vous donne un jeton, le plus rentable ce jeton c'est de le mettre ici, etc., etc. Et ça peut le faire automatiquement pour vous. Parce que venir récupérer tous les jours ses intérêts, ça peut prendre du temps. Il y a des systèmes qui vont le faire automatiquement. Et évidemment, il faut avoir confiance en ces systèmes, mais présenter les 2-3 plus gros ne vous fera sans doute pas de mal. L'impermanent loss, qu'est-ce que c'est? Imaginez maintenant une pool de liquidité. Voici la pool de liquidité en question. Dans cette pool de liquidité, la blockchain va automatiquement garder des fonds pour permettre aux gens de faire des échanges sur l'échangeur décentralisé. On prend l'exemple de notre fameux USDT. La pool a de la liquidité de beaucoup de monde, notamment ma liquidité, puisque je viens de le faire. Et naturellement, comme on ne sait pas si, on va imaginer Monsieur A, qui est un utilisateur qui arrive pour utiliser l'échangeur décentralisé, on ne sait pas du tout si Monsieur A va passer d'USDT à UST via l'échangeur, ou si à l'inverse, il a de l'UST et il veut de l'USDT. On se retrouve donc un peu embêté parce qu'on ne peut pas se préparer, en fait, si vous voulez, à la quantité et surtout le sens de cet échange. Comme c'est un échangeur décentralisé, lui, il doit juste fournir de la liquidité. Et le meilleur moyen pour la pool elle-même d'optimiser sa liquidité, c'est de préparer 50-50. Parce que c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'elle va pouvoir faire l'échange dans un sens et dans l'autre. On fait donc demi-tour. Et maintenant, vous avez compris pourquoi il nous faut une répartition équitable des liquidités. Maintenant, on imagine qu'on n'est pas sur deux paires stables, d'accord? On imagine qu'on est sur Ether, ETH, USDT. Là, c'est différent. On imagine pour le calcul qu'il y a un Ether, d'accord, et que l'Ether fait comme par hasard 1000 $. On a de la chance, d'accord? Et on imagine encore une fois que dans cette pool de liquidité-là, on a 2000 $. Et donc forcément, vous l'avez compris, on a un Ether dans la pool, 1000 $, et on a 1000 USDT du coup. Hop, l'USDT il est ici et on en a 1000. Et comme un USDT ça fait $1, ça fait également 1000 $. Voilà. Ça c'est la répartition de la pool, vous avez compris. Mais imaginez maintenant que l'Ether, d'accord, notre cher ami l'Ether prenne de la valeur. Parce que c'est vrai, là pour le coup il n'y a pas deux paires qui sont stables, donc on a une paire qui peut prendre de la valeur. On imagine que l'Ether fait x2, il faut que la variation soit grosse pour mon exemple. On se retrouve donc avec 2000 $, pardon, et 1000 $ en face. Naturellement la pool elle est plus équilibrée. Elle a beaucoup plus d'Ether que de $. Et donc elle, son but c'est d'être le plus équilibré possible. Elle va faire un petit réagencement, vous l'avez compris. Elle va vendre 500 $ d'Ether pour acheter de l'USDT. Elle va donc se remettre dans une nouvelle configuration elle-même après avoir vendu de l'Ether. Je vous rappelle que c'est une pool décentralisée, donc elle sait acheter et vendre. Elle aura donc 1500 $ d'USDT, mais elle aura également, hop, plus un Ether. Elle aura 0,75 Ether. Et comme un Ether ne fait plus 1000 $, mais qui fait 2000 $, 0,75 Ether, c'est 1500 $. Et donc là, elle a réparti, il y a bien 3000 €. Les 3000 € sont bien répartis sur la pool. 3000 $, encore une fois, pardon. Mais du coup, elle est à 1500. Vous allez me dire, bon ok, c'est intéressant. Mais la vraie question, c'est vous dans tout ça. Imaginez que vous aviez... vous êtes responsable de toute la pool. C'est vous qui avez tous les LP qu'il y avait dans cette pool. Là, vous êtes d'accord, ça a été réparti. C'est toujours vous qui avez toute la pool, sauf que vous n'avez plus un Ether. Vous avez 0,75 Ether. Et vous avez plus 1000 USDT, vous en avez 1500. Bonne nouvelle, vous avez profité de la hausse. Par contre, mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui se passe si l'Ether il refait x2 maintenant?
dans votre tête à vous, si vous avez un Ether, vous étiez à 1000 $, vous êtes passé à 2000 $, naturellement, et s'il refait x2, dans votre tête, vous avez 4000 $. Et non, pas du tout, parce que la poule, elle va encore réajuster, et vous avez pas fait x2 sur vos 2000 $, mais bel et bien sur 1500. Et donc, vous aurez pas 4000 sur de l'Ether, mais vous aurez bien profité de la hausse à 50%. Parce que la moitié de la poule détient une monnaie volatile qui se doit d'être réajustée. Cette partie-là va être assujettie à du rebalancing pour pouvoir toujours donner le bon oxygène à la poule et qu'elle soit bien équilibrée. Ce qui veut donc dire que quand il y a des hausses, vous allez avoir un petit peu moins de hausse parce que la poule va naturellement rebalancer, comme ça l'arrange. Son objectif à elle, c'est quand même de permettre aux gens d'échanger et pas de vous donner le choix de prendre ou de perdre de la valeur en fonction de la variation. La poule n'est pas là pour faire du trading, elle est là pour assurer de la liquidité et vous donner des commissions. Mais en échange de ça, quand il y a une hausse, vous profitez pas 100% de la hausse parce qu'il y a un rebalancing. En l'occurrence, c'était 50% de la hausse. Et quand il y a une baisse, pareil, vous avez peut-être l'impression que vous avez perdu de l'argent, et c'est vrai, il y a une baisse, vous en avez perdu, mais s'il y a une baisse de 100%, vous aurez eu que 50% parce que la poule aura réajusté en vendant une partie contre des dollars, et le dollar, lui, ne peut pas s'effondrer, etc., etc. Alors, ça paraît pas très dangereux parce qu'on se dit, oui, bon, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Globalement, c'est pas très dangereux quand vous avez deux paires stables, et ça le devient un petit peu dès que vous avez une paire volatile. Mais imaginez, vous êtes sur le token GOOM, la gomme, je présume, et j'en sais rien moi, du token Sutter. Je connais aucun des deux. Eh bien, si lui, il fait plus 175% aujourd'hui et que lui, il fait moins 48% dans la journée, si le matin, vous aviez mis 1000 gommes là et 1000 Sutter, autant vous dire que vous revenez une semaine après, vous pouvez très bien être à 75 et 1932, quoi. Ça n'a plus rien à voir. Et donc, si vous suivez le LP token en stablecoin, vous savez qu'un LP, c'est 2 $. Mais si vous suivez un LP token d'une pool qui est très volatile, vous pouvez totalement vous tromper sur la quantité de tokens que vous avez derrière. Il est donc très important de suivre la valeur du LP lui-même. C'est ça qui est important. Si vous avez 2500 LP, vous devez suivre dans vos wallets la valeur du LP et savoir que vous pouvez perdre de l'argent. Je vous mets en description la petite vidéo de Binance Academy qui récape encore une fois les impermanent loss. Évidemment, je n'avais pas fait mes recherches et donc quand j'ai appris ce que c'était, je l'ai compris à mes dépens et j'ai perdu de l'argent. Encore une fois, apprendre de ses erreurs, c'est être intelligent. Apprendre des erreurs des autres, c'est être un génie. S'il vous plaît, apprenez des erreurs des autres et ne faites pas ces erreurs stupides que j'aurais pu éviter en me renseignant un peu mieux sur Internet avant de faire du liquidity providing. Voilà, normalement vous avez compris les plus importants risques du liquidity providing et également ce fameux piège de l'impermanent loss qui font que les gens arrivent à perdre de l'argent alors qu'ils pensaient avoir simplement à récupérer leurs intérêts. Quand on prête de la liquidité à un échangeur décentralisé, on porte le risque de cette liquidité. Et donc naturellement, on reçoit des commissions quand il y a des échanges, mais on paye les pots cassés quand il y a des pertes, quand il y a des failles dans le protocole ou quand il y a une variation de volatilité sur certains tokens. Ça peut réajuster et donc choisir à notre place la quantité de jetons qu'on veut vendre et pour quelle quantité de jetons on peut acheter. Malgré tout, c'est super intéressant et la finance décentralisée est en plein essor, c'est-à-dire que ça se développe. Il y a de plus en plus de solutions, de plus en plus d'outils et naturellement, il y a des moments où il y a une jeune plateforme qui va proposer peut-être 22% d'intérêt sur deux monnaies stables en échange de son jeton qui lui peut très bien s'effondrer ou comme le Cake token décoller. Ça, c'est à vous de faire vos recherches et d'imaginer si vous voulez prendre le risque ou pas. Et encore une fois, si vous avez confiance au protocole, mais pas en la monnaie qu'elle propose, eh bien, vos intérêts, vous allez tous les jours ou tous les 7 jours les revendre contre des stablecoins. Encore une fois, vous allez vous prémunir de ce risque supplémentaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, il y a plein de plateformes et plein de blockchains qui vont vouloir faire ça. Solana a proposé des rendements super intéressants au départ parce qu'il voulait montrer aux gens de la DeFi qu'on pouvait également le faire sur Solana. Et donc, il faut les attirer. Et pour les attirer, il faut que les gens acceptent de créer un seul wallet, un nouveau wallet qui est pas compatible avec MetaMask et donc les gens se sont dit bon, j'ai un gros effort à faire et le seul moyen de faire un gros effort aux gens, c'est de leur donner un gros gain potentiel. Alors faites attention à pas aller sur des protocoles trop jeunes parce qu'ils peuvent se péter la figure, ça existe, ça a déjà existé et ça existera encore. Restez sur des protocoles, regardez bien le TVL, le volume total qu'il y a sur la plateforme pour savoir si elle est fiable et ensuite pour le jeton de la plateforme, je vous laisse regarder CoinMarketCap, regarder son historique et voir si vous avez confiance en cette plateforme. En attendant, regardez les différents protocoles et les différents sites de farming
que ce soit sur Ether, Polygon, que ce soit sur la fameuse Sol Chain ou encore la Binance Smart Chain, vous vous rendrez compte qu'il y a des bons endroits assez solides où on peut faire dormir de l'argent. Les taux actuels au moment de cette vidéo, mais c'est non représentatif parce que ça changera d'ici là, ça va être du 12 à 14% sur des monnaies stables. Globalement, on regarde SushiSwap ou on regarde PancakeSwap et on a une idée des taux qui se pratiquent et qui sont raisonnables. J'aime bien les prendre en repère. Si vous allez sur un protocole à 17 ou 18%, il est sûrement proche de celui-là et donc il est quand même assez solide. Quand vous arrivez sur des plateformes qui vous proposent 50, 70, 100% d'intérêt sur des stablecoins, ne soyez pas dupes, renseignez-vous. Soit c'est jeune et donc il y a un risque technique et un risque de scam exit, donc en gros le projet qui se casse avec la caisse assez rapidement, soit c'est le protocole qui n'a pas été assez audité. Encore une fois, au tout début, j'aurais pas laissé mon argent sur PancakeSwap, alors qu'aujourd'hui, je fais confiance au protocole. Mais je n'aurais pas voulu avoir 40% d'intérêt par an sur mes stablecoins, sachant que ça aurait même pas été 40%, parce que vous voyez bien, 6 mois ou 7 mois après, c'est plus les mêmes taux d'intérêt. Mais le risque que les gens ont pris en déposant au début sur le protocole, moi, j'étais pas prêt à le prendre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Dans la prochaine vidéo, je vous propose, si celle-ci vous a plu, au moins autant que la dernière, vraiment les retours en commentaire ont été incroyables, merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, ce que je vous propose pour la prochaine, c'est soit de vous parler des assurances décentralisées, et là c'est intéressant parce que ça peut non seulement vous servir en tant qu'utilisateur, vous pouvez assurer votre liquidity providing et votre lending et borrowing, donc vos prêts et vos emprunts décentralisés, donc vous payez pour vous protéger en cas de bug ou de hack, et à l'inverse, vous pouvez également prêter de l'argent à ces protocoles, à ces assurances, qui elles vont vous dire, bon bah écoute, s'il n'y a pas de problème, on te rémunère, et on te rémunère bien. Par contre, s'il y a un problème, c'est tes fonds à toi qu'on va garder pour rembourser les gens qui se sont fait hacker ou les gens qui ont eu un souci. Et ça, c'est de la finance décentralisée encore une fois, et je pense pouvoir vous expliquer le gros de comment ça marche. De la même façon, vous faire un petit benchmark de quelles assurances existent sur quelle chaîne et quels sont les plus gros et les plus connus. Et à ce moment-là, partir sur un volume 3. Pourquoi pas la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, ou pourquoi pas dans un mois, 2 mois, après avoir aéré sur d'autres contenus ou d'autres vidéos qui traitent d'autres sujets. C'est Asher, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère aussi que vous êtes abonnés, c'est très important pour moi. Et je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et surtout à me dire ce que vous pensez. Si vous avez même d'autres idées sur la DeFi, je vous laisse m'en faire part en commentaire. Au revoir!